À travers une émission spéciale intitulée « Questions d'actualité » déroulée sur la chaîne nationale, le porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léon-Ngbedi, a donné plusieurs clarifications liées au projet de mise à disposition des mini-stations dans le but de réguler le secteur des produits pétroliers de la contrebande au Bénin. À l'en croire, 10 000 stations seront mises à disposition des 50 000 acteurs recensés. C'est un gros sujet. Il faut faire en sorte que ces personnes ne se retrouvent pas toutes du jour au lendemain sans aucune activité. Et c'est pour ça que les discussions ont eu lieu, c'est pour ça que ce recensement a eu lieu. Et ensuite, on a essayé de définir les modèles de réorganisation. Pour dire, si vous êtes 54 000 aujourd'hui, est-ce que ce serait bienséant d'avoir 54 000 mini-stations? Observez dans votre rue, peut-être si votre rue fait 500 mètres, vous avez 2, 3, 4 vendeurs d'essence paillot. Est-ce que ce serait pertinent d'avoir 3-4 mini-stations dans cette rue? Non. Donc là, il faudrait peut-être avoir une seule ou deux en faisant parler les acteurs, en les mettant ensemble pour qu'ils commencent à mutualiser et grandissent ensemble. C'est ça qui fait qu'à l'arrivée, nous ne commanderons pas 50 000 mini-stations, mais nous avions tablé sur autour de 10 000 mini-stations et dans un premier temps, nous avons commandé 5 000. Et ces 5 000, nous avons reçu 2 000 d'entre elles déjà. Depuis 2-3 mois, nous avons reçu 2 000 d'entre elles. Elles ont été inspectées. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a procédé à leur étalonnage qui, curieusement, s'est achevé 24 ou 48 heures avant le drame de Sémécraké. Et la perspective, la suite, c'était qu'une fois l'étalonnage terminé, on reprend langue avec les acteurs. On a déjà défini où est-ce qu'on allait déployer ces 2000 mini-stations. C'est Cotonou et environ dans le Grand Nokoué, mais c'est aussi les communes de notre pays où, à ce jour, on ne dénomme aucune station formelle. Ça peut vous surprendre, mais nous avons encore dans notre pays quelques communes qui n'ont pas du tout de station. Tout à fait. Donc, on fera en sorte que ces communes soient desservies. Et puis, dans une deuxième phase, quand le reste des mini-stations arrive maintenant, on fera également un déploiement de plus grande envergure dans le Grand Nokoué pour les zones qui n'auraient pas encore été suffisamment impactées, mais aussi à l'intérieur, afin que, une fois qu'on a fini ça, il ne soit plus dit dans notre pays que c'est parce qu'il n'y a pas de station ici que le paillot prospère, d'autant que par ailleurs, nous, au gouvernement, on n'a jamais considéré que le paillot était une activité qui devrait être définitive. Il suffirait d'un changement de politique structurelle au Nigeria sur ce secteur-là pour que l'on constate les effets. Et cela a commencé. Donc, on a eu raison d'anticiper. Et je vous disais que c'était... on a été un peu mal fortuné parce que si on avait achevé tout ça quelques semaines plus tôt, vous aurez vu les mini-stations un peu partout. D'ailleurs, tout au moins dans Cotonou, vous avez commencé à voir les socles de ces mini-stations et même par endroits, certaines qui sont déjà posées mais encore couvertes en attendant d'être mises en service. Les discussions sont assez positives. Et depuis la survenue de ce drame, le gouvernement a déjà rencontré les acteurs au moins 2 fois encore. Et je peux vous certifier que les perspectives sont bonnes. Ils sont plutôt acquis à l'idée de cette réorganisation pour sécuriser leur activité, mais aussi pour le bien-être individuel et collectif au plan de la protection de l'environnement et de la protection de la santé publique. Donc, ils sont plutôt engagés à faire avec le gouvernement afin que nos villes change d'aspect et que nous n'ayons plus ce genre de spectacle. Alors, suite à cette phase, une autre commande de 5000 mini-stations supplémentaires sera bientôt lancée pour couvrir le territoire national. De quoi permettre non seulement aux acteurs du secteur de continuer à mener leurs activités sans être exposés aux risques et dégâts, mais aussi de permettre à la population de s'approvisionner en carburant partout au Bénin. Promouvoir la sécurité des personnes et des biens, c'est entre autres l'objectif de l'État béninois. Depuis le drame de Sémécraké qui a fait plusieurs morts et blessés, le gouvernement a entrepris des mesures idoines pour recadrer la commercialisation de l'essence dans le pays.
L'exécutif considère cette mesure comme temporaire visant à répondre aux besoins de la communauté qui dépend de cette source d'énergie. Depuis plus de 10 ans, l'Association internationale des maires francophones soutient les relations diplomatiques entre les villes qui contribuent à dynamiser le développement socio-économique des territoires, à accompagner les habitants lors des crises régionales qui les affectent directement et à construire les sorties de crise surtout. Plusieurs villes africaines ont prévu de signer des conventions de coopération mettant en avant l'expertise locale. Les villes et plateformes de la région des Grands Lacs, de l'océan Indien et d'Asie du Sud-Est viendront à Cotonou porter leur témoignage et échanger notamment avec les maires du Sahel qui font face, comme vous le savez, à une situation de crise. Les arts et les cultures urbaines ne seront pas du reste. L'art et la culture urbaine étant marqués au Bénin par le vaudou, sa capacité à coproduire la paix et le développement fera l'objet d'échanges entre les experts et les maires. L'IMF, globalement, c'est un peu plus de 6 milliards investis au niveau de nos collectivités au Bénin sur différents projets. Avec les petites ressources que nous avons, nous essayons de poser des actes à fort impact social. Donc, l'appui de l'IMF, généralement, c'est sur des activités qui touchent au quotidien des populations. Donc, avec l'IMF au Bénin, c'est des points d'eau qui sont réalisés, c'est des écoles qui sont construites, c'est des centres de santé. L'IMF, normalement, c'est 10 villes par pays. Et au Bénin, nous avons les 10 villes membres. Mais en plus, grâce au leadership du président de la NCB, nous avons réussi à inscrire quelques associations départementales. Ils viennent pour découvrir la culture béninoise. Et ça, c'est important. Ils vont manger béninois, ils vont écouter nos pratiques culturelles. Les hôtels, les restaurateurs vont héberger et nourrir plus de 300 personnes. Au-delà des 11 communes qui sont membres, c'est toutes les 77 communes qui vont participer à cette rencontre. Et donc, il y a une possibilité pour les maires de ces communes-là de discuter avec leurs homologues pour des partenariats. Parmi les fils rouges de cette année, il y a une grosse action en direction de l'enfance et de la jeunesse. Donc avec un appel à projet pour créer des spectacles dédiés à ces publics-là. Et aussi une littérature dramatique, donc avec des bourses d'écriture, pour avoir quand même un premier corpus, on va dire, à disposition des artistes qui pourraient du coup mettre en place des projets qui peuvent circuler chez nous, mais qui peuvent aussi se présenter dans des écoles, dans des villages. C'est un public énorme, le public enfant, et on s'est effectivement rendu compte qu'on n'avait pas beaucoup d'offres en spectacle vivant. Donc cette année, on va en découvrir pas mal. Et du coup, il y a eu aussi beaucoup de remontées de projets de marionnettes. Donc c'est l'occasion aussi de montrer à quel point cet art est une tradition béninoise et en faire rencontrer les traditions béninoises avec une équipe majeure de la marionnette en France. On a programmé énormément d'activités, que ce soit dans le cadre du cinéma, de la littérature, de la musique, et tout cela augure justement que dans 3 mois, il y aura une boucle qui sera faite sur l'ensemble des productions artistiques et culturelles du Bénin, parce que la plupart de cette programmation-là porte sur justement les créations béninoises. Et c'est de bon temps que le ministère vienne soutenir cette initiative. Pour vos anniversaires, mariages, communions, dot, vacances, hébergements, séminaires, événements de tout genre, Sylva Beach, le cadre idéal. Dressé sur un domaine de 1 hectare, Sylva Beach dispose de 5 bâtiments très bien équipés avec des chambres confortables, à la fois ventilées et climatisées, d'un court de tennis pour une détente parfaite entre amis et en famille, d'une cuisine communautaire accessible à tous les clients, de vastes aires de fête, de 2 parkings suffisamment grands pour contenir vos engins et véhicules. À Sylva Beach, vous avez également une vue directe sur la plage depuis votre chambre.
La porte de l'arrière-cour vous donne un accès facile sur la mer. Plusieurs d'autres surprises vous y attendent. La place de fête et d'hébergement Koussejo Silva Beach vous donne le sentiment d'être chez vous avec toutes les commodités qui s'y prêtent. Silva Beach est situé à Agoué dans la commune de Grand Popo, département du Mono, à environ 10 km de Ilakondi, frontière Bénin-Togo, et à 110 km de Cotonou, la capitale économique du Bénin. Pour tout renseignement et réservation, contact, appel et WhatsApp plus 229 46 00 13 28. Email silvabeach54@gmail.com. Un convoi de l'armée malienne s'est mis en mouvement lundi à Gao en direction de la région stratégique de Kidal dans le nord, bastion de la rébellion Touareg, ont indiqué deux responsables sécuritaires. Selon une source militaire malienne, l'objectif de cette intervention était de neutraliser des groupes terroristes voulant mener des actions contre une position de l'armée nationale. Sur le terrain, les affrontements et les attaques se multiplient, rendant le conflit désormais de plus en plus ouvert au nord, à l'ouest et au centre du pays. Dans un communiqué rendu public samedi, les ex-rebelles désormais réunis au sein du cadre stratégique permanent ont affirmé dans un bilan réactualisé avoir fait des dizaines de morts dans les rangs de la coalition de l'armée malienne et des paramilitaires du groupe Wagner lors de la dernière attaque du camp de l'armée dans la localité de Djoura au centre. Les troupes venues du nord dans leur bilan parlent également de véhicules et d'armements saisis. Côté ministère malien de la Défense, le bilan est tout autre. Sans donner de chiffres précis, un communiqué indique que l'ennemi a été mis hors d'état de nuire. Le lauréat du prix Nobel de la paix de 2018, Dr Denis Mukwege, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo lors d'une conférence de presse à Kinshasa lundi. Le Dr Mukwege, gynécologue célèbre pour son engagement en faveur des femmes congolaises victimes de violences sexuelles, est une voix critique du régime du président Tshisekedi depuis plusieurs années. Il avait toutefois refusé de se présenter aux dernières élections présidentielles. J'accepte donc d'être votre candidat à la présidence de la République démocratique du Congo et je vous remercie. Son programme serait organisé autour de 12 piliers dont les deux principaux sont d'une part la paix, la sécurité et la défense, en luttant contre la balkanisation du pays et d'autre part la justice et l'état de droit. Un programme assez cohérent par rapport au combat et prise de position de celui que l'on surnomme l'homme qui répare les femmes. Cela fait des années qu'il demande la fin de l'impunité dans le pays d'Afrique centrale. Les élections auront lieu le 20 décembre. Le président Félix-Antoine Tshisekedi briguera un second mandat aux côtés d'une vingtaine d'autres candidats, dont Martin Fayulu, lors de ce scrutin qui sera couplé aux élections législatives, provinciales et municipales. Après un procès qui n'a pas permis de répondre à toutes les questions sur les circonstances de la tuerie de plus de 50 personnes le 30 août dernier à Goma, la justice militaire a tranché. Un officier de la garde républicaine, le principal accusé, le colonel Mike Mikombe, a été condamné à mort lundi. 3 autres militaires à 10 ans de prison et 2 ont été acquittés. Durant le procès, le colonel Mike Mikombe a fait savoir qu'il avait été induit en erreur par le commandant de la 34e région militaire qui présentait les individus qui manifestaient contre la MONUSCO comme étant des supplétifs des rebelles du M23 et de l'armée rwandaise. De leur côté, les avocats des condamnés qui avaient plaidé l'acquittement ont dénoncé des faits dénaturés et tripatouillés par le ministère public. Ils ont annoncé leur intention de faire appel. Ce rassemblement de l'opposition qui se tenait ce lundi dans la capitale malgache n'a pas duré longtemps. Des centaines de manifestants ainsi que des membres de l'opposition, candidats à la présidentielle du 9 novembre, ont reçu des gaz lacrymogènes de la part des forces de l'ordre. Une violence que l'opposition dénonce.
C'est l'État qui nous pousse à descendre dans la rue, mais nous manifestons en toute tranquillité. La liberté de manifester est inscrite dans l'article 21 du traité international qui explique les droits des civils et des politiques. Nous n'avons pas peur du tout, parce que nous sommes ici en tant que Malgaches pour protéger notre patrie. Nous protégeons notre pays pour le peuple malgache. Le pouvoir des Malgaches qui ont déjà perdu leur nationalité doit être supprimé. Ce rassemblement à l'appel de l'opposition n'avait pas été autorisé par les autorités. Depuis quelques semaines, le climat est tendu dans la capitale. Dimanche soir, dans une allocution télévisée, le président sortant Andry Rajoelina a estimé qu'il s'agissait d'une crise politique créée de toutes pièces. Si je meurs, je mourrai pour le pays, pour mes descendants et pour le peuple malgache. Mais je ne mourrai pas pour le président Andry Rajoelina. Nous n'accepterons plus qu'il dirige le pays. Le mois dernier, 10 candidats de l'opposition avaient dénoncé un coup d'État institutionnel qui serait, selon eux, orchestré par le président Andry Rajoelina. Ils font référence à une série de décisions de justice récentes qui favoriseraient, selon eux, le chef de l'État sortant à l'approche du scrutin. Le gouvernement du petit royaume d'Eswatini, dernière monarchie absolue d'Afrique, s'est félicité lundi de l'élection libre et juste de 51 hommes et 8 femmes députés, à l'issue d'un scrutin toutefois étroitement contrôlé par le régime. Les candidats aux élections de ce royaume d'Afrique australe, tenus d'une main de fer par le roi Mswati III, ont été sélectionnés dans les circonscriptions par des chefs traditionnels qui veillent le plus souvent aux intérêts du monarque. Plus d'un demi-million d'électeurs étaient appelés aux urnes pour ce scrutin aux enjeux limités. Le roi valide en effet tous les textes de loi et jouit d'un droit de veto. Mswati III, 55 ans, nomme par ailleurs le Premier ministre, le cabinet et les juges. Il commande aussi la police et l'armée. Une grande partie de l'opposition avait appelé à boycotter le vote, estimant les résultats joués d'avance. Un député affilié à l'opposition, élu en 2018, a été contraint à l'exil. 2 autres sont en prison. Ces dernières années, le royaume a été secoué par des protestations pro-démocratie. En 2021, leur violente répression par la police et l'armée du roi a fait une 40aine de morts. À moins d'un an des élections, le premier parti d'opposition en Afrique du Sud est déjà mobilisé. L'Alliance démocratique vient de lancer sa campagne d'inscription sur les listes électorales pour 2024. L'occasion aussi de dévoiler sa première affiche électorale. Et c'est le chef du parti en personne qui en a accroché certaines. Nous devrons être en mesure d'envoyer un message clair aux Sud-Africains. Si vous en avez assez de la corruption, si vous en avez assez des délestages, si vous en avez assez que votre emploi soit mis au placard et si vous en avez assez de chercher un travail tous les jours, il y a de l'espoir pour un avenir meilleur. Jusqu'ici, l'opposition sud-africaine n'a jamais réussi à percer. Mais l'Alliance démocratique, qui a longtemps été perçue comme le parti de la classe moyenne blanche, attire de plus en plus d'électeurs noirs. Nous avons besoin d'un gouvernement qui subviendra aux besoins du peuple, un gouvernement qui sera une alternative, pas une meilleure version, mais une alternative à ce que nous avons appris à connaître. Et la seule façon dont nous pourrons le faire, c'est si vous êtes en mesure de vous inscrire, mais pas seulement de vous inscrire, mais le jour de l'élection, vers le mois de mai de l'année prochaine, de venir voter. Au pouvoir depuis la fin de l'apartheid en 1994, l'ANC, le parti au pouvoir, a reconduit à sa tête le président Cyril Ramaphosa. Mais face au mécontentement de la population, pour la première fois de son histoire, l'ANC risque de perdre sa majorité lors des prochaines élections générales. Le président Abdel Fattah al-Sisi a annoncé lundi briguer un 3e mandat à l'issue d'une conférence durant laquelle il a déroulé ses 10 années au pouvoir. Le scrutin devrait se tenir du 10 au 12 décembre prochain pour le premier tour et un second tour est prévu du 8 au 10 janvier 2024 si aucun candidat n'obtient plus de 50% des voix. J'ai décidé de me présenter à vous pour réaliser le rêve d'un nouveau mandat présidentiel. Je vous promets, si Dieu le veut, que ce sera une extension de notre quête commune pour l'Égypte et son peuple. En 2014 puis 2018, Abdel Fattah al-Sisi l'avait emporté avec 96% puis 97% des voix face à une opposition fantoche. Cette année, plusieurs leaders de partis historiques assurent avoir recueilli les 20 signatures nécessaires pour postuler à la magistrature suprême, même si certains observateurs ne doutent pas de la victoire du président Sisi, en dépit d'une crise économique qui pèse sur le quotidien des Égyptiens.
Le Kenya va déployer un effectif de 1000 hommes pour la force internationale qui va être opérationnelle en Haïti. Une résolution adoptée par le Conseil de sécurité lundi par 13 voix pour et 2 abstentions a validé la création de cette mission multinationale de soutien à la sécurité pour une période initiale de 12 mois avec une réévaluation au bout de 9. Elle vise à apporter un soutien opérationnel à la police haïtienne dans sa lutte contre les gangs. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité des Nations Unies a marqué l'histoire en autorisant la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Nous sommes intervenus pour créer une nouvelle façon de préserver la paix et la sécurité mondiale, répondre aux appels répétés d'un État membre confronté à une crise multidimensionnelle dans une spirale alarmante de la violence des gangs. Avec la participation de pays du monde entier et avec un grand merci au Kenya d'avoir envisagé positivement de diriger la communauté internationale, nous pouvons maintenant aller de l'avant avec une mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Sous la pression de la Chine, la résolution généralise l'embargo sur les armes légères et munitions, jusqu'ici uniquement applicable aux chefs de gang visés par le régime de sanctions mis en place en octobre 2022. De plus, elle laisse aux futurs participants de la force le soin de déterminer le calendrier et la composition de la mission en coopération avec Port-au-Prince. Contrairement aux idées reçues, 80% des migrants en Afrique vont d'abord dans d'autres pays africains et non en Europe. C'est ce qu'a tenu à souligner la nouvelle chef de l'Agence de l'ONU pour les migrations. Une vérité souvent occultée alors que l'attention se focalise sur la situation en Méditerranée. Alors que l'Europe fait face à une crise migratoire, Amy Pope a également rappelé les bienfaits économiques de la migration. Les données montrent de manière assez flagrante que les migrations sont en fait bénéfiques pour les économies. Lorsque l'on observe les économies qui ont connu un afflux important de migrants au fil des ans et que l'on regarde leurs performances futures, on constate que les gens ont tendance à mieux s'en sortir grâce à la migration. Que ce soit parce qu'elle alimente l'innovation, l'offre de main-d'œuvre ou la revitalisation des communautés vieillissantes. Dans l'ensemble, les migrations sont bénéfiques. Amy Pope a également plaidé pour ouvrir plus de voies légales pour l'immigration. Les gens viennent parce qu'ils trouvent du travail. Et s'il n'y avait pas d'opportunités économiques à saisir de l'autre côté, ils ne viendraient pas. Notre objectif devrait donc être de construire plus de filières régulières et réalistes pour les personnes qui savent qu'il existe des possibilités d'emploi, qu'elles soient très qualifiées ou pas. C'est là notre meilleure chance et c'est là que le leadership de l'Union européenne est particulièrement nécessaire. Nous avons vu des développements très importants dans ce domaine. Mais il faut reconnaître que si nous voulons vraiment empêcher les gens de traverser la Méditerranée sur des embarcations de fortune et risquer de mourir en le faisant, nous devons avoir une approche beaucoup plus globale de la situation. Pour son premier voyage officiel, Amy Pope se rendra au Kenya, à Djibouti et en Éthiopie, où se trouve le siège de l'Union africaine, avec pour objectif de discuter de la circulation des personnes.